Et donc, bon, l'intelligence artificielle peut-elle convenir à la justice? Donc, la convenance, ce n'est pas une analyse très répandue dans les domaines juridiques. Cependant, dans la justice est un domaine clé dans le bon fonctionnement de l'état de droit. Et c'est une décision aussi politique qui doit être réfléchie avant de concentrer sur ses choix. Et de nos jours, les juristes se posent la question s'il faut réglementer l'IA et comment il faut l'utiliser, jusqu'où où. Et en plus, une chose, c'est la théorie et une autre est la pratique. Donc, afin d'analyser si elle est convenable à la justice, il est nécessaire de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la justice et comment les juges la rendent et quel serait l'impact de ces outils mathématiques sur la justice telle qu'on la connaît. Donc, par rapport à la justice, est-ce qu'elle est issue des mathématiques? Et à ce sujet, Aristote et Platon expliquent que la justice occidentale correspond à des structures mathématiques simples et d'origine pythagoréenne que la philosophie avait à dégager et à expliciter. En plus, disait que la justice était principalement fondée sur les principes de l'égalité. Donc, plusieurs philosophes ont réfléchi à ces questions. Et les philosophes des droits ont eu des différentes approches. Et sur cette notion, je tire l'attention sur Platon disait que la justice était louée au bonheur. Donc, si quelque chose est juste, donne certaines sensations de bonheur. Et cependant, le bonheur pourra peut être le malheur de quelqu'un d'autre. Il y a un autre principe de justice, c'est à chacun ce qu'il mérite. Et cependant, la situation variera toutefois en fonction de chaque ordre social auquel il va s'appliquer. Il y a d'autres définitions qui ont été analysées par Kelsen et bon, je les ai étudiées. Je ne vais pas me pencher sur chacun d'entre elles, je vais vous seulement mentionner. Donc, je vous ai parlé du bonheur de Platon, la vertu citoyenne d'Aristote, que lui-même, il considérait que la justice n'était pas universelle, et l'impératif catégorique de Kant, la loi du talion. Et donc, Kelsen a analysé toutes ces notions de justice et il a considéré que la justice est relative. Elle n'est pas absolue. Et donc, ça dépend des contextes où lesquels elle va s'appliquer. Donc, si on analyse donc, par rapport au principe d'égalité, et si on analyse les règles d'égalité, on peut observer que les droits s'appliquent des règles d'égalité géométriques dans des relations entre les personnes avec un statut juridique égal. Sous le principe du mérite, et ça, on le connaît comme la justice distributive, et des règles d'égalité arithmétique entre les personnes ayant le même statut juridique, donc tous égales, et comme Kelsen parlait sur l'amour de Dieu pour les croyants. Et donc, dans les premiers cas figure, c'est-à-dire dans les relations inégales, et comme par exemple issues d'une situation d'infériorité entre un employeur et l'employé. Donc, la justice, donc les droits, cherchent et créent dans ces déséquilibres créer des règles et donc donner un peu plus de droits à la personne qui est dans la situation moins privilégiée. Donc, se crée des déséquilibres entre situations inégales. Et ça, on le connaît comme une règle d'égalité géométrique. Et dans les relations entre égaux, donc la règle, c'est plutôt arithmétique.
Donc, par exemple, entre citoyens et entre commerçants, ou une loi pour tous les citoyens. Donc, on comprend la justice en donnant des traitements plus favorables aux plus faibles et moins favorables aux plus forts afin d'équilibrer ces relations dans la justice distributive, tandis que des conditions similaires ou équitables, la justice est entendue comme celle qui applique les mêmes règles aux mêmes situations juridiques. Et le rôle du juge est donc d'identifier les statuts juridiques des personnes en conflit. Donc, il s'applique les règles qui correspondent à cette situation. Et ces règles de droit sont dossées et appliquées, mais aussi d'autres éléments comme l'abstraction et les perceptions humaines sont tenus en compte par un juge. Devant ces capacités humaines, les IA, l'intelligence artificielle, reste restreinte car elle ne lit pas, elle ne comprend pas. Et comme disait Joshua Bengio, il est un informaticien canadien qui a gagné le prix d'intelligence de Turing 2018. Et les machines ont une vision très limitée du monde. Et c'est ce qui est lié au manque de la compréhension des machines. Par ailleurs, et aussi, selon Iris Truc, un informaticien, professeur des universités ici en France, et tout n'est pas facilement exprimable et modélisable dans les termes de logique. Donc, dans la logique algorithmique, on ne peut pas tout modéliser. Donc, devant cette prémisse, l'IA peut accomplir des grandes difficultés, l'identification des situations juridiques, des faits. Et cependant, il y a des situations juridiques qui nécessitent de l'observance du principe de la médiation du juge, qui permet, par exemple, de percevoir la tonalité des voix et les regards de la personne et le langage corporel, qui, au travers de son expérience personnelle et professionnelle, peuvent permettre de donner d'autres éléments qui échappent à l'intelligence artificielle. Donc, ces derniers éléments qui font partie de la justice humaine échappent à l'intelligence artificielle développée de nos jours. Donc, il y a une perte de ces qualités et pouvant donner des résultats qui, aux yeux des praticiens de droit, peuvent échapper à la notion de justice. Et d'autre part, la nécessaire programmation, donc le manque d'autodétermination de la machine, peut permettre des manipulations humaines pour perturber le sens du jugement. Cette possibilité ouvre à la possibilité des situations qui impactent la fiabilité des jugements. Donc la justice n'est donc pas issue des mathématiques, de considérations humaines. C'est la psychologie du juge qui aussi a une place importante dans la rendition de la justice. Donc, cependant, la convenance de l'utilisation d'intelligence artificielle paraît manifeste et vu les nouveaux paradigmes qui se présentent à l'ère du numérique. Et en plus, tel comme la crise de l'état des droits et l'émergence de l'ère du numérique oblige à l'utilisation que le système juridique s'adapte à ces nouveaux paradigmes. Donc, l'intelligence artificielle se présente comme un outil qui garantit, dans l'application du droit, les principes fondamentaux des cultures occidentales et la démocratie. Donc, car l'IA, elle représente l'objectivité et l'égalité dans les jugements des mêmes faits, une application ferme de normes juridiques socialement reconnues issues de l'exercice de la souveraineté du peuple. Et
j'attire l'attention sur la programmation qui est réalisée, la lecture des mots-clés qui retenus et l'interopérabilité des données. Donc, un autre point que il est très important à tenir compte, c'est la pertinence des données qui sont utilisées au moment d'analyser une affaire. Donc, quant à la pertinence des données, la temporalité des accès à certains éléments, voire l'évolution des normes juridiques applicables ou préceptes jurisprudentiels, doit être mise à jour pour éviter une décision automatique de justice basée sur des éléments obsolètes à la date de la délivrance de justice. Donc, à ce sujet, il est important de regarder ce point-là par rapport à la réglementation de protection de données personnelles, la RGPD, parce qu'il y a une minimalisation dans l'utilisation et dans la conservation des données. Et donc, si l'intelligence artificielle se nourrit par l'utilisation et la circulation des données, bon, si il y a une minimalisation dans l'utilisation et la conservation de ces données, donc ça peut aussi fragiliser les éléments qui peuvent apporter des meilleurs éléments pour donner une décision plus qui répond aux besoins des personnes en cause. Donc, par rapport à l'interprétation judiciaire et vicariat dans les délits et des peines exprime, rien n'est plus dangereux que l'axiome commun selon lequel il faut consulter l'esprit de la loi. Et dans le même sens, Voltaire disait que la loi soit claire, uniforme et précise. Donc, ça, c'est les conditions que devrait avoir la loi. Et l'interpréter, c'est presque corrompre les droits. Donc, cependant, l'influence des forces extérieures à la volonté du peuple au moment de la construction des droits ou le manque du pouvoir étatique et les effets lobbying, par exemple, permet donc appliquer, tenir compte le réalisme américain des années 1880 et à 1940 qui peut être un élément essentiel pour rendre justice. Et sous la prémisse Judge Made Law et position partagée par Kelsen, dont l'interprète de dernier ressort peut se rendre maître du droit. Donc, comme explique René Sève sur l'exégèse, notamment Zachary, sur l'interprétation séquentielle, en disant pour la pédagogie, quel que soit recèle quelques difficultés, car l'ambiguïté, elle est même ambiguë. À savoir, même si la loi est claire au moment de l'application, elle ne semble pas forcément cohérente avec l'ensemble du système juridique et l'esprit de la loi. À ce moment-là, il faut se demander si devrait-on laisser à l'intelligence artificielle l'utilisation d'une interprétation logique sous-jacente à l'interprétation littérale. S'il y a un vide juridique, par exemple, comment sera-t-il programmé par les algorithmes afin d'aider à la résolution d'un conflit? Et l'intelligence est-elle capable de compléter les vides juridiques? Donc, comme dans l'argot populaire s'exprime sous la phrase « qui fait la liste ?» Par exemple, le gouvernement de Trump, à partir du vendredi dernier, de juin, demande les comptes de réseaux sociaux, donc les identifiants, en plus des numéros de téléphone, adresses mail, etc., pour les 5 dernières années, pour l'approbation de la demande d'un visa aux États-Unis. Donc, toute dissimulation peut mener à la négation de la rentrée aux États-Unis. Donc, il y avait des juges avant qu'il y avait eu des lois. Ceci est toujours vrai, tenant compte que la jurisprudence participe dans la création des droits.
c'est une source de droit avec la loi et la coutume. Donc, l'intelligence artificielle va fonctionner sur des situations déjà jugées et sera la reproduction de ces applications juridiques. Donc, la régulation de l'intelligence artificielle est nécessaire et ça a été notamment répandu, par exemple, le premier président de la Cour d'appel de Rennes, Xavier Ronson, dit que par les droits durs en amont, l'open data et les données judiciaires, il faut s'assurer que ce soit pas une justice purement algorithmique en respectant les principes fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc, on peut affirmer qu'une approche strictement éthique de la IA apparaît insuffisante en raison du caractère très fluide de l'éthique et de son absence de sanctions. Donc, un cadre régulatoire semble nécessaire et il est clair qu'il se fondera sur des principes juridiques existants et quitte à le compléter en raison de la nature inédite de certaines situations posées par l'intelligence artificielle, comme par exemple la question de la responsabilité civile de la voiture autonome. Donc, dans le domaine de la justice, donc les outils de l'IA, comme par exemple l'apprentissage profond et récemment la data science, comme la scientonométrie, la data mining ou l'analyse des données, créent des corrélations. Mais ces corrélations, il y a une partie qui est humaine et une partie qui est tirée des mathématiques, des algorithmes. Donc, dans le domaine de la justice, peut être utilisé pour la construction de jurisprudence et l'acception d'une décision judiciaire au sein de la société et entre les praticiens du droit. Donc, il ne faut pas seulement laisser à l'intelligence artificielle donner donc, tous les éléments pour rendre la justice, mais il faut laisser aussi aux praticiens des droits d'appliquer selon les principes qu'il connaît. Et donc, ça serait c'est faire aussi prévaloir les droits substantiels sur les procédurales et les grandes lignes d'interprétation judiciaire sans laisser de côté la transparence des algorithmes qui devront permettre l'effectivité des droits à la défense, par exemple. Donc, pour conclure, je voudrais vous dire que l'intelligence artificielle permettra une justice plus standardisée, mais sans conscience, qui ne peut être simulée par un calcul. Ces risques devront être anticipés et contrôlés par les praticiens du droit, mais aussi d'autres outils démocratiques et technologiques pourraient se mettre en place afin de faire face à la crise de l'état de droit qui fragilise la justice. Donc, il faut éviter que la règle annoncée par Lawrence Lessig et le code is law, et donc l'algorithme font justice soit absolue. Bon. Alors, j'en profite. Il y aura une petite nuance par rapport à mes collègues, je pense. Propos, c'est que je n'ai pas effectué ma thèse sur le droit et c'est une recherche que je développe en cours actuellement. Donc, c'est l'état actuel de ma recherche. J'ai réorganisé plusieurs fois ma présentation pour que ce soit le plus cohérent possible. J'espère que vous m'en excuserez vu que c'est une recherche en cours, donc je n'ai pas encore les résultats que je vais espérer. Alors, sur l'usage par l'administration publique des algorithmes et des mathématiques, les algorithmes
Alors, face à l'administration publique, lorsqu'elle applique une décision, on est parfois désarçonné. Mais lorsqu'elle applique une décision issue d'un algorithme pris sur le fondement d'un calcul mathématique, c'est encore plus compliqué pour le justiciable. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va contester jusqu'à la scientificité du calcul mathématique? Cela demande de développer des nouvelles compétences, des nouveaux talents pour les justiciables et ou pour les avocats. Et ça, avec le développement de l'intelligence artificielle, ça augmente encore plus cette interrogation, ces questionnements, parce que si les mathématiques sont très souvent perçues comme un simple outil, un élément qui va permettre de généraliser des décisions, c'est censé être neutre, ça accroît l'efficacité. C'est du moins ce qu'on avance habituellement, mais à mon sens, je ne le crois pas. Je pense que les mathématiques ont une conséquence, une influence sur la prise de décision elle-même et sur comment se présentera l'administration devant le citoyen. Cela m'est venu notamment du fait de ma thèse où j'ai intégré la réflexion pragmatique sur l'importance des moyens qui déterminent les fins qui vont pouvoir être. Très concrètement, ma thèse ne portait pas sur les mathématiques. J'ai travaillé sur le modèle nordique d'administration publique, donc sur les pays scandinaves, et comment leur administration fonctionne. Ce qui était l'élément au cœur de ma thèse, c'était l'importance de la procédure et de la structure de l'administration sur les politiques publiques qui vont être produites. Donc, leur succès, leur attrait international, j'ai constaté quelles sont les conséquences d'un processus décisionnel où l'administration met en avant la civilité, le fait qu'elle soit au service des citoyens et sa préoccupation pour la question démocratique. Ce qui est intéressant dans cette recherche et dans toute recherche, c'est la sérendipité. Et en travaillant sur les pays nordiques, j'ai notamment regardé ce que pensaient les réalistes scandinaves et les auteurs comme Olivier Cronat ou Alf Ross. Et ces derniers se sont très largement appuyés sur la logique mathématique pour analyser la science du droit. Ils ont remplacé ou cherché à remplacer le vocabulaire juridique qui était parfois ambigu par du vocabulaire plutôt à logique mathématique pour essayer de clarifier le raisonnement juridique et en permettant de faire survenir et apparaître les erreurs de raisonnement et les antimènes qui peuvent exister et qui véhiculent ce qu'ils appelaient la métaphysique. Et autrement, ils ont voulu utiliser pour révéler des présupposés ou des postulats politiques ou moraux qui ne sont pas explicités mais qui sont présents dans les raisonnements. Et grâce à cette logique, cela permettait de les révéler. D'ailleurs, notamment Alf Ross a beaucoup fréquenté des physiciens et des mathématiciens comme Niels Bohr, où il s'est aussi présenté à des congrès d'épistémologie et de mathématiques. Donc ça montre à quel point il a cherché à rejoindre. Et ça, sur l'aspect de la science du droit, ça a un effet assez vertueux, parce que, mais là, je ne vais pas trop empiéter, vu que je crois que nous allons avoir M. Lassus qui va évoquer sur l'intérêt du droit pour désambiguïser le droit, les mathématiques pour rendre la non-ambiguïté. Mais ça a un autre élément, c'est qu'on a essayé de le faire passer du champ de la science du droit vers le droit lui-même. Et là, notamment, c'était tout ce qui était logique déontique qui a été développé avec globalement peu de succès. Et je vais venir à un deuxième élément qui, pour moi, est convergent, c'est que j'ai travaillé sur le modèle. Et donc, je me suis intéressé à la modélisation. Et j'ai notamment intégré les réflexions mathématisantes d'Alain Badiou sur le concept de modèle. Et c'est en découvrant la pensée de Robert Alexis qui prolonge dans une certaine mesure les travaux de Perelman, mais aussi d'Alf Ross et du courant qui s'ensuit. Il a essayé de décortiquer le raisonnement des juges grâce à de la logique mathématique et notamment en s'appuyant sur la science économique et l'optimum de Pareto. Il a proposé une équation qui est pas très complexe, mais qui vise à voir sur les principes juridiques dans quelle mesure ils étaient à accomplir et dans quelle mesure ils étaient contraints par l'accomplissement d'un deuxième principe. Et il fait toute une équation qui se représente avec l'optimum de Pareto, justement, pour voir comment il y a si la décision prend bien en compte ou non les principes juridiques. Donc en fait, cela permet pour Robert Alexis de pouvoir analyser le raisonnement des juges et de pouvoir y confronter si la décision est ou non correcte.
À cela, moi, j'avais ajouté un élément avec les vecteurs, et donc ça permet de faire toute une construction mathématique assez importante, notamment en faisant apparaître ce qu'on peut appeler une frontière de satisfaction, c'est-à-dire tout un champ dans lequel les décisions correspondent à l'esprit, à l'état des principes juridiques au sein d'un système juridique donné. Et cela avait pour ma part un intérêt dans la logique comparative, puisque cela me permettait d'identifier dans quelle mesure une règle issue d'un autre État pouvait ou non correspondre à cette frontière de satisfaction et être plus ou moins acceptable. Mais cela m'est apparu comme étant un peu compliqué parce que je me suis opposé aux critiques classiques de la science économique sur la quantification. En effet, il faut réussir à quantifier ces éléments, et cela, ça demande une méthodologie qui n'est pas aussi innée que cela pour les juristes, et même pour les économistes, qui est parfois contestée. En plus, en s'appuyant sur le raisonnement des juges tel qu'il est annoncé, on s'appuie sur le raisonnement qui est de justification et non celui de découverte. Et donc, sous couvert, c'est l'objectif de Robert Leckie, de diminuer la part d'arbitraire des juges, en fait, on peut la renforcer, puisqu'on leur fournit des outils sous couvert de mathématiques et d'aliments scientifiques pour pouvoir justifier leurs propres décisions, et donc dissimuler d'autant plus les réels critères qui ont permis de faire apparaître cette décision. Et tout cela s'appuie essentiellement sur une vision qui est altérée du monde, qui est celle de l'homo economicus, où on considère que la personne est fortement personnelle et va pouvoir tout rationaliser. Alors j'en viens enfin à l'élément qui m'a intéressé le plus, c'est que aujourd'hui, on constate très largement l'administration applique de plus en plus des algorithmes. Donc, les mathématiques ont un impact direct dans l'application du droit et du fonctionnement parce que cela se fait de manière très concrète. Pourtant, et cela c'est sur les recherches, on remarque que l'État et les statistiques sont d'origine, du moins l'État moderne, relativement concomitants. On a beaucoup utilisé les statistiques pour pouvoir justifier et développer l'État. Et donc, la plupart des décisions publiques et administratives qui ont été prises se sont faites sur fondement de statistiques et de calculs mathématiques. Donc, en tant que tel, ce n'est pas si neuf. L'émergence des big data augmente l'impact. Cela permet d'avoir une plus grande force de frappe. Par contre, les critiques qui sont faites aujourd'hui vis-à-vis de l'administration sont, j'ai l'impression, relativement les mêmes que celles qui sont faites à la fin du 19e siècle sur l'usage des statistiques par l'administration et donc sur la peur du contrôle. Donc, dans un sens, le problème, semble-t-il, n'a pas changé. Mais ce qui va plus loin, c'est sur l'aspect des algorithmes. Aujourd'hui, on a une grande peur de l'usage d'algorithmes par la personne publique. On lit ça dans la littérature et qu'il faudrait encadrer l'usage d'algorithmes par une étude. Mais qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Pour y revenir, c'est simplement une recette ou une procédure. Et dans un sens, l'administration, elle applique une procédure administrative qui peut être une sorte d'algorithme. La vraie différence n'est pas dans le fait d'utiliser un nouvel outil, c'est que dorénavant, ce n'est plus un être humain qui va appliquer la procédure, mais une machine. Et là, c'est plutôt l'automatisation qui pose problème. On a peur de la déshumanisation et toutes les critiques sur la déshumanisation, et recherchées aussi, on les retrouve avec qui est la bureaucratie, la bureaucratisation. En fait, on a l'impression qu'on écarte la prise de décision de l'être humain. Mais c'est une logique qui considère que la prise de décision, ce serait un instant. Sauf que si on voit comment fonctionne dans une administration, la décision, elle est sur un temps très long et ce n'est pas qu'une seule personne qui va prendre une décision, c'est une procédure qui va faire que plusieurs personnes vont être prises en compte. Et donc, en cela, mettre un algorithme, c'est juste remplacer un de ces échelons et non toute la procédure. Au moins, si on garde une part humaine. J'ai étudié quelques algorithmes utilisés par l'administration et l'essentiel, en fait, automatise des modèles économiques donc, qui sont déjà mathématisés et ils ne font que les appliquer de manière plus intense. On a les calculs des allocations familiales, la taxe d'habitation, et ces deux-là, ils ont comme intérêt, en les ayant publiés, on voit que ça retire tout l'aspect subjectif de la décision d'accorder de déterminer sur les allocations sociales. Et donc, ça retire la partie subjective qui pourrait pouvoir
Et c'est une peur que l'on a parfois, se dire qu'un être humain va nous refuser quelque chose pour des raisons qui ne sont pas de pur droit et de pure logique. C'est pourquoi des personnes disent qu'il faudrait même que les logements sociaux soient attribués sur critères mathématiques et de procédure. Cela diminuerait les questions de favoritisme. La peur, c'est toujours la même, c'est l'application de procédures excessivement rigides, et cela, c'est le cas qu'elles soient faites par de l'administration publique et des êtres humains ou par un algorithme. On a aussi les modèles qui sont Mésange, Opale ou Saphir qui sont utilisés par l'INSEE et le Trésor. Et là, l'objectif, c'est de simuler des politiques publiques et leurs conséquences macro et ou microéconomiques, notamment pour les ménages. Ces algorithmes, globalement, ne sont pas contestés. Pourtant, et là, c'est un élément qui me semble très important, c'est que le modèle mathématique qui est derrière peut déresponsabiliser et on peut se cacher derrière une logique experte en disant je vais rentrer dans le modèle informatique, j'ai ce résultat, donc cette politique publique ne peut pas être faite ou elle devrait être produite et elle est plutôt valorisante. Et donc, en fait, on a une sorte de pensée magique qui apparaît, une sorte de résultat d'un modèle scientifiquement établi, alors même que les critères sont eux-mêmes potentiellement contestables. Et la science économique, même si on a les questions entre orthodoxes et hétérodoxes, même au sein des hétérodoxes, des orthodoxes, il y a des éléments de contestation. Et donc, on n'est pas toujours aussi sûr des calculs économiques qui sont faits. Ça amène à ce qu'on se pose un vrai critère sur les critères et les données, parce que ceux qu'on va utiliser et qu'on va alimenter vont nous permettre d'obtenir un certain résultat plutôt qu'un autre. Or, et c'est tout l'aspect du big data, c'est qu'en fait, on prend que les données du passé, donc on a une tendance au conservatisme et à la répétition du passé. On a tous ces éléments-là qui s'appuient sur les experts, et c'est en fait, j'ai l'impression, on revient sur des questions qui étaient évoquées avec la technocratie. On essaye de voir à passer un critère purement logique pour appuyer la partie rationnelle légale de l'administration au détriment de l'humain. Et aujourd'hui, en ayant vu tout cela, et c'est accentué avec les algorithmes, mais c'était déjà le cas avec la technologie, on essaye de revenir à des questions éthiques pour encadrer l'usage et prévoir avant. Et c'est notamment un des éléments, par exemple avec APB Postbac, Parcoursup, on a vu qu'il y avait des problèmes d'usage, mais il y avait aussi un élément sur le code is law, dire le fait quand ça a été codé devient du droit dans un sens parce que ça s'applique à tous. Et que dans un PV post-bac, certains éléments qui ont été codés ne correspondaient pas à la loi. Mais là, on a les mêmes choses avec des procédures où parfois on avait des circulaires qui étaient contre les games. Donc le problème se reproduit mais se déplace en fait. Et donc on a vraiment une question sur l'usage de cette boîte noire qui est l'algorithme, qui peut être aussi l'être humain. Et donc j'en viens à m'interroger sur pourquoi est-ce qu'on en a peur de la machine plus que de l'être humain. Parce que globalement, les questionnements qui s'appliquent aux algorithmes vis-à-vis de l'administration sont des problèmes que l'on a vus avec les statistiques, avec la technocratie et donc avec tout cet aspect procédural et déshumanisant. Et là, un élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est que on rejette. Le Conseil constitutionnel a trouvé tout à fait acceptable des algorithmes déterministes, donc ceux où on peut savoir avant le résultat, selon la donnée qu'on rentre, le résultat que l'on obtiendra. Donc ça, c'est ceux que l'on connaît le plus. Et a donc interdit le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui permettrait, et en fait c'est là où l'intelligence artificielle est vraiment valorisable, c'est qu'elle permet de nouvelles découvertes. Et là, globalement, ce que j'ai constaté, c'est que c'est la peur de passer d'une probabilité épistémique à une probabilité fréquentiste. Donc passer à un élément qui est plutôt sur une répétition de fréquences et des corrélations plutôt que sur un lien de causalité. Et ça, c'est normal parce que dans l'administration publique, il faut pouvoir justifier la décision, comment on l'a prise, pourquoi on la prend, et donc pouvoir déterminer le lien de causalité. Mais ça ne tient pas totalement. Parce que la police, par exemple, emploie des chiens pour contrôler les bagages. Or, les études actuelles montrent qu'en neurologie, un chien fonctionne par un apprentissage bayésien qui est exactement le même que ceux des machines en apprentissage profond. Et on ne va pas contester le raisonnement d'un chien devant un juge.
on va contester et on ne va pas demander, à la différence d'un algorithme, où on va lui demander de nous expliquer pourquoi il a pris cette décision, le chien, on ne va pas lui demander, on va vérifier comment est-ce qu'il a été éduqué, est-ce qu'il a bien des bons résultats ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le même problème. Donc là, on a encore un déplacement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est vivant, donc on peut s'y fier, mais l'autre qui paraît totalement déshumanisé. Et c'est là où je me suis demandé si le problème était vraiment une question éthique. Et sur la question éthique, je me suis appuyé, c'est à Strasbourg, une médecin a développé 2 algorithmes pour prédire les cancers du sein, en lymphométrie et sénométrie. Les résultats sont très efficaces. Et ce que l'on a constaté, c'est que tous les participants ont accepté que leurs données soient utilisées et soient employées de plus en plus dans ces algorithmes. Et ils se sont pliés à l'usage de ces algorithmes pour déterminer s'ils allaient avoir un cancer du sein ou non. Et cela, a priori, vu que c'est une médecin qui le faisait, qu'elle a une éthique médicale professionnelle, on peut penser que c'est cet aspect éthique qui était le plus fort. Or, la seule personne qui a refusé l'usage de ces données, c'est une médecin elle-même. Et c'est une médecin parce que, dans un sens, elle contestait potentiellement le jugement que pouvait avoir l'autre médecin et ses algorithmes. Donc, est-ce que c'est un problème éthique ou est-ce que c'est un problème lié au jugement? Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais venir. Désolé, c'est un peu disparate, mais c'est ma réflexion telle qu'elle est. Hannah Arendt développe un lien entre le fait de penser et le jugement, et le fait de penser au sens de Hannah Arendt. Pour elle, l'incapacité à penser, c'est ce qui amène la suspension du jugement. C'est-à-dire que c'est le moment où on va demeurer à un niveau abstrait, numérique, chiffré, et à une obéissance mécanique aux ordres. Ça n'empêche pas des prises d'initiative, mais ça va suspendre la morale face à des règles formelles et l'habitude devant un système normatif, quel qu'il soit. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui pose problème là-dedans, dans l'usage des algorithmes et des mathématiques, c'est que c'est l'absence de doute et de questionnement que cela peut faire apparaître. Et ce doute et questionnement, c'est un exercice de pensée qui est proprement humain et qui a un rapport avec autrui. Et c'est cela qui, à mon sens, est déterminant dans ces questionnements. C'est on peut être traité par un médecin qui est totalement antipathique, mais et pour lequel une opération se passe bien si mécaniquement elle est bien déroulée, alors même que il nous trouve, on peut le trouver totalement détestable et nous mépriser ouvertement, et qui ne s'intéresse pas à savoir si l'opération a été douloureuse ou non. Mais on va avoir confiance dans le succès qu'il va obtenir et on va avoir confiance sur le fait qu'il va dire oui ou non, là, je vais faire cette opération, ou non, cette opération n'est pas pertinente. Et on voit cet attrait, alors désolé, je vais entrer dans un autre domaine, mais quand on évoque des séries comme Doctor House ou The Good Doctor, où les personnes sont sociopathes, enfin, ne sont pas du tout dans une logique éthique en tant que telle, mais pourtant, on va considérer que leur jugement est extrêmement pertinent parce qu'il va intégrer un élément humain et moral à l'intérieur. Donc, j'en viens au fait que je crois que ce qui pose problème, c'est de voir l'administration qui pourrait nous considérer comme des chiffres, nous infantiliser et dissimuler ses choix politiques derrière de la technique. Et donc, ce qui est l'enjeu, c'est de réinsérer un jugement discutable et moral, soit affiché. Et cela est a priori ce que l'on attend d'un juge, quand bien même il a une sorte de boîte noire pour nous. On va voir le juge, on ne sait pas exactement quel est son raisonnement efficace, mais on a confiance dans le jugement qu'il va donner. Voilà. Je vous remercie. Donc maintenant, je laisse la parole à Pauline Prépin. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de faire une intervention sur comment juger les plateformes numériques d'emploi. Donc, les plateformes numériques d'emploi font aujourd'hui l'actualité, en attestent les nombreux rapports et écrits qu'on a pu lire à leur sujet. En effet, à juste titre, elles interrogent et mettent au défi notre droit actuel, car elles posent de nombreuses questions quant à leur qualification juridique ou l'usage qu'elles font des algorithmes informatiques. Donc aujourd'hui, j'inscrirai mon intervention sur les problématiques juridiques et éthiques liées à l'usage des algorithmes informatiques, voire de l'intelligence artificielle, par les plateformes numériques d'emploi.
Pour mémoire, le Code du travail reconnaît désormais cette nouvelle forme d'emploi que nous offrent les plateformes numériques d'emploi avec la création d'un titre 4 au sein du livre 7 du Code du travail qui s'intitule « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » qui nous offre un début de statut juridique pour les travailleurs des plateformes numériques par l'utilisation de chartes. Il convient, malgré la croissance fulgurante de ces nouvelles formes d'emploi, je me tiendrai à relativiser tout de même le phénomène, car selon l'Institut Montaigne, on estimerait à 205 000 le nombre de travailleurs de plateformes numériques d'emploi. Donc c'est un début de mouvement. Je vous propose du coup de partir à la recherche de 3 questions: qui, quoi et comment. C'est-à-dire de qui parlons-nous quand nous évoquons les plateformes numériques d'emploi, de quoi parlons-nous quand nous évoquons le travail sur les plateformes numériques d'emploi, et enfin, j'esquisserai des interrogations à comment juger les plateformes numériques d'emploi. Le qui, j'irai classiquement du plus général au plus spécial, c'est-à-dire ce qui m'intéresse aujourd'hui, les plateformes numériques de travail ou d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme numérique ? Le Conseil national du numérique définit les plateformes comme étant des espaces numériques de mise en contact entre offre et demande sur un marché spécifique. Donc, cela peut concerner de l'information, des services ou des biens. Et désormais, ces plateformes numériques sont appréhendées par la législation française, notamment par 2 articles. L'article 242 bis du Code général des impôts, qui est par ailleurs repris et mentionné dans l'article du Code du travail qui détermine le champ d'application du fameux titre 4 du livre 7, donc sur le régime juridique de ces travailleurs de plateforme. Et également, les plateformes numériques sont évoquées à l'article 111-7.1 du Code de la consommation, où là, il est important de noter qu'elles font mention de la présence d'un algorithme informatique quant à la mise en relation. Donc c'est vraiment le premier point commun qu'on peut noter, c'est la présence d'un algorithme informatique au sein de l'ensemble de ces plateformes numériques. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, dans le Code de la consommation est prévue l'obligation de loyauté qui concerne donc tant le contenu, mais également, par exemple, les avis. Les plateformes ont une obligation de loyauté, par exemple, sur les avis qui peuvent être émis sur leur site, vu qu'ils peuvent influencer les consommateurs. Certaines études ont tenté d'élaborer une classification des plateformes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On pourra retenir qu'il existe des plateformes numériques marchandes et non marchandes. Et au sein de celles-ci, il en existe celles à but lucratif et celles qui ne le sont pas. Donc, les plateformes qui nous intéresseront sont les plateformes numériques marchandes à but lucratif. Et dès lors que l'objet des contrats conclus porte sur la force de travail, on pourra alors parler de plateformes numériques d'emploi. Et là encore, il existe une très grande diversité maintenant et une très grande hétérogénéité dans les plateformes numériques d'emploi. Et selon l'Inspection générale des affaires sociales, nous pourrions en distinguer 3 types. Il y a les opérateurs de services organisés, ce qui va concerner les VTC type Uber ou la livraison de repas type Deliveroo ou Uber Eats. Il y a les plateformes dites de jobbing, qui sont là centrées sur le service à la personne ou le travail à domicile. Et enfin, on a les plateformes de micro-travail. Là, c'est ce qu'on nomme les travailleurs du clic, qui vont réaliser des tâches très simples pour nourrir notamment les intelligences artificielles, comme reconnaître des objets sur une image, retranscrire des enregistrements. Et donc, l'ensemble de ces tâches contribue à nourrir certaines intelligences artificielles. Et ici, l'ensemble de ces plateformes se présente généralement comme de simples intermédiaires. Mais finalement, la qualification juridique de leur activité s'est bien portée devant les juridictions. Et la question était de savoir, est-ce véritablement que de simples intermédiaires ? À mon sens, la qualification juridique de leur activité va varier en fonction de l'interventionnisme de l'algorithme, en fonction du fonctionnement qui a été prévu par la plateforme de l'algorithme. Pour illustrer mon propos, je prendrai 2 exemples concrets, la plateforme Animote et la plateforme Uber. La plateforme Animote, c'est une plateforme qui met en relation des propriétaires d'animaux et des pet-sitters pour du gardiennage d'animaux. Ici, on est sur un fonctionnement assez simple. L'algorithme ne sert qu'à la pertinence de la mise en relation en fonction des critères cochés par les utilisateurs. Donc ici, on est vraiment dans de la mise en relation simple. En revanche, dans le cas d'Uber, la situation n'a pas été aussi simple. Et par ailleurs, on a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 décembre 2017 qui a requalifié l'activité d'Uber en société de transport. Parce que la Cour a relevé que le service proposé par la société faisait partie intégrante d'un service global dont l'élément principal était le service de transport. Et à mon sens, ici, c'est vraiment l'omniprésence de la plateforme sur l'ensemble
de la relation contractuelle qui a joué dans leur requalification en société de transport. Et cette qualification n'est pas anodine parce qu'elle a eu des conséquences, notamment en France, qui a conduit la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 10 janvier 2018, à appliquer le Code des transports à Uber, et notamment la loi Thévenoud et Grand-Guillaume, qui interdit aux véhicules autres que les taxis de faire du maraudage et qui a donc condamné la société de transport Uber. Donc, maintenant que j'ai esquissé le qui, notamment par la qualification juridique de leur activité, je vais passer au quoi. Alors, j'avais prévu de revenir rapidement sur un élément de définition. Un algorithme, donc là, je pense qu'on est à peu près d'accord. Un algorithme, c'est vraiment une formule mathématique. Et là où on va basculer vers de l'intelligence artificielle, c'est la capacité notamment d'apprentissage et de raisonnement, où là, du coup, on n'est plus dans la simple formule mathématique. Et cette distinction, parfois, peut avoir des conséquences, comme je vais montrer plus loin. Donc, les algorithmes sont présents dans les plateformes. Et là encore, non pas sur la qualification juridique de leur activité, mais sur la qualification juridique de leur relation contractuelle avec leurs prestataires, cela va avoir un impact. J'utiliserai la distinction que nous offre le professeur Patrice Fichy, qui distingue d'une part les plateformes numériques marché. Donc, ce sont des plateformes qui, pair à pair, mettent en contact un offreur et un demandeur. Donc là, typiquement, nous sommes dans le cas de l'exemple que je prenais d'Animote. Animote, nous pourrions la qualifier de plateforme marché, car elle fait une simple mise en relation. Et il fait une distinction d'autre part de ce qu'il nomme les plateformes cadres. C'est celles qui définissent le service et cadrent le travail des fournisseurs. Donc là, ici, c'est une toute autre construction, c'est-à-dire que nous sommes dans une proposition unie et c'est la plateforme qui va déterminer le prix, les conditions d'exécution de la prestation et qui va même jusqu'à choisir qui va effectuer la prestation de service. Et c'est typiquement le cas dans lequel se trouve Uber. Par exemple, Uber, pour fixer le prix, va avoir une tarification dynamique. Il va, grâce à un algorithme, en fonction de la zone géographique et du taux de demande, déterminer le prix de la course. Donc là, c'est un élément quand même important dans la relation contractuelle. Et Uber propose même une analyse prédictive des endroits où ça va être des endroits à tension, c'est-à-dire à forte demande. Et c'est ce qu'a condamné par ailleurs la Chambre commerciale, car plutôt que de demander à ses chauffeurs de retourner à la base, il les incitait pour davantage de rendement à se rendre sur ces lieux et donc à faire du maraudage. Donc là, on voit qu'on va vers une analyse prédictive quand même des plateformes numériques d'emploi. Et l'algorithme, dans ces cas-là, en vient à devenir finalement donneur d'ordre, ce qui pousse certains auteurs à parler de subordination algorithmique. Et cela rentre, à mon sens, dans la ligne de la sursubordination proposée par le professeur Jean-Emmanuel Ray. J'illustrerai du coup cette omniprésence de l'algorithme également par une décision très récente, qui est désormais célèbre pour les travaillistes, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018, l'arrêt Take It Easy. Je reviendrai tout de même rapidement sur les faits. Donc, Take It Easy, qui est en liquidation judiciaire depuis, était une plateforme comme Deliveroo qui mettait en relation des restaurateurs et des clients, et les clients étaient livrés par des livreurs auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que la plateforme exigeait des livreurs qui s'inscrivent comme auto-entrepreneurs pour pouvoir effectuer des prestations de services via la plateforme. Un livreur a demandé la requalification de son contrat en contrat de travail et la Cour de cassation a estimé qu'il existait bien un lien de subordination entre la plateforme et le livreur, ce qui a conduit à sa requalification en contrat de travail. Et deux éléments principaux ont conduit à cette requalification. C'est la géolocalisation, qui a été considérée comme un pouvoir de contrôle, que cette géolocalisation suivait en temps réel la position du courtier et même comptabilisait les kilomètres du courtier. Et cette géolocalisation servait à déterminer le prix de la course et aussi, finalement, à présenter une certaine garantie pour le client. Et donc, cette garantie amoindrit l'indépendance supposée des livreurs en montrant bien qu'ils ne sont que des simples exécutants, finalement, dans cette relation contractuelle. Et le deuxième élément qui a été retenu, c'est le pouvoir de sanction négatif avec la Cour de cassation reprend dans sa décision tout le système de bonus-malus qui existait au sein de Take It Easy. Donc, je ne vais pas reprendre, mais en fait, c'était un système de cumul de strike selon le vocabulaire de la plateforme. En fonction des fautes commises par le livreur, par exemple des retards de livraison, le livreur cumulait des strikes et au bout de 4 strikes, le livreur était désactivé de la plateforme. Et donc,
ce système graduel a conduit la Cour de cassation à retenir un pouvoir de sanction. Et ce qui a différé entre la Cour d'appel et la Cour de cassation, c'est que la Cour d'appel a retenu que la liberté de se connecter qu'avaient les livreurs s'opposait à la reconnaissance d'un lien de subordination. Mais là, ce qu'on peut lire de la décision de la Cour de cassation, c'est que le lien de subordination ne se lie pas dans une contrainte horaire, mais se lie dans les conditions d'exécution du travail pendant le temps de connexion. Et ici, ce que j'ai relevé et que j'ai trouvé assez amusant sur l'utilisation des algorithmes, c'est que je pense qu'initialement, ce système graduel automatisé de sanctions devait prémunir la plateforme d'une reconnaissance d'un pouvoir de sanction. Et c'est ce qu'avait d'ailleurs relevé la Cour d'appel, je la cite, que ces sanctions étaient liées à des comportements objectivables du courtier constitutifs de manquement à ses obligations contractuelles. Et elle avait donc exclu le pouvoir de sanction. Mais je pense que c'est justement cette automaticité de la sanction graduelle qui a conduit les juges à reconnaître un pouvoir de sanction. Ici, de manière générale, nous sommes face à des outils éminemment classiques pour requalifier, mais en fait, c'est que nous sommes face à des nouvelles expressions du pouvoir, pour moi, avec l'utilisation des algorithmes. Désormais, nous sommes dans plus du domaine de l'incitation, notamment par un pouvoir de sanction positif, où la plateforme va pouvoir proposer des bonus aux livreurs pour les inciter à se rendre sur les lieux, pour inciter à toujours continuer de se connecter, et donc pour améliorer le rendement de ces prestataires de services. J'aimerais également relever un dernier point dans les modèles des plateformes numériques, c'est l'élaboration de notations qui se présentent comme une nouvelle forme d'évaluation des travailleurs. Quand vous utilisez la plateforme Uber en tant que consommateur, on va vous inciter à noter votre chauffeur. Mais cette notation n'est pas anodine, car moi je vous invite à regarder sur le site les conditions générales d'Uber. Si le chauffeur obtient une moyenne en deçà de 4,5 étoiles sur 5, qui représente quand même une note de 18 sur 20, sur une moyenne de 200 courses, il peut se voir désactivé de la plateforme, car on estime que c'est une note trop basse et que donc il ne présente pas de suffisante qualité dans sa prestation. Or, on peut tout de suite noter et pointer du doigt les dérives possibles de ce système, car il suffit qu'en tant que consommateur, j'ai passé une mauvaise journée et que je mette que 3 sur 5 à mon chauffeur Uber, et ça n'aura aucun fondement professionnel. Mais ça a des conséquences concrètes sur ces conditions de travail. Et enfin, j'aimerais relever un cas qui avait attiré mon attention, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Amazon avait élaboré un logiciel de recrutement, donc une intelligence artificielle cette fois-ci, pour recruter certains postes et automatiser le processus. C'était un système d'étoiles, une note sur 5, en fonction d'un certain nombre de critères. Sauf que le logiciel a détecté que les femmes étaient moins retenues sur certains postes. Et donc, à poste équivalent, leur a mis une moins bonne note, du coup les excluant quasi de facto du processus de recrutement. Amazon, bien entendu, lorsqu'il s'en est rendu compte, a arrêté ce logiciel. Mais là, on peut voir qu'ici, c'est tout le problème de ne pas avoir assez bien prévu son cahier des charges, car pour le logiciel, le sexe était un critère parmi d'autres. Et donc, pour une meilleure pertinence de la mise en relation, il avait décidé de lui-même de mettre une moins bonne note aux femmes dans le processus de recrutement. Donc, on voit bien ici que ce n'est pas un simple changement de support, que la présence de l'algorithme nous invite à nous réinterroger sur le contenu des plateformes numériques d'emploi. Donc, j'arrive à la dernière partie de mon intervention, qui est le comment j'ai les plateformes numériques. Donc, pour moi, cette question nous renvoie à tout de même la question de celle de l'office du juge. Donc, comme vous le savez tous, le juge ne peut statuer ultra petit a. Mais ici, ce qui est notable, c'est que le juge s'est servi finalement d'outils éminemment classiques, que ce soit pour la qualification de l'activité juridique des plateformes ou que ce soit surtout pour la qualification juridique des relations contractuelles entre les plateformes et leurs prestataires. Le juge ici s'est contenté, comme il avait pu le faire pour des candidats de télé-réalité, d'utiliser le principe d'indisponibilité du contrat de travail et de regarder dans les faits quelles sont les conditions d'exécution de ces travailleurs. Mais tout de même, dans un contexte de débat législatif, par ailleurs, l'article 20 de la loi Orientation et Mobilité revient sur le statut des travailleurs des plateformes, et donc on voit bien que ça suscite un certain nombre d'interrogations. À mon sens, cette requalification sonne tout de même l'urgence d'une prise de décision quant au statut juridique de ces travailleurs, car en l'absence de création spécifique, pour moi, le juge envoie le message que ces personnes sont des salariés.
Et donc enfin, j'ouvrirai le débat vers différentes questions où je n'ai pas toujours la réponse. Pour moi, la question qui se pose ici, c'est aussi comment juger un algorithme. Est-ce que juger un algorithme amène le juge à juger la volonté de l'expression humaine ou est-ce que cela amène à juger autre chose? Et dès lors qu'il s'agit d'intelligence artificielle, pour moi, nous avons une volonté initiale, mais qui peut être amenée à dériver avec la capacité d'apprentissage du logiciel. Et enfin, pour moi, la question qui se pose se rapproche de celle d'être jugé par des algorithmes, comme ont pu le poser M. Garapon et M. Lasteg, mais c'est celle d'être managé par un algorithme. Est-ce que demain, nous accepterons d'être managés par des algorithmes? Merci.